Elle a simplement nourri un garçon pauvre et affamé. Mais de nombreuses années plus tard, il est revenu dans une voiture de luxe noire. Il est devenu milliardaire et a fait quelque chose que personne n'attendait. Écrivez dans les commentaires d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Le soleil matinal se levait lentement sur les toits des vieilles maisons qui bordaient les rues de Rosewood Heights, une petite ville délabrée du fin fond du sud des États-Unis. C'était le genre d'endroit où les gens se connaissaient encore par leur nom, mais où les sourires s'étaient estompés depuis longtemps sous le poids de la pauvreté, des luttes générationnelles et des promesses non tenues. La peinture s'écaillait des clôtures. Les lignes électriques pendaient paresseusement de poteau en poteau, et l'air portait la faible odeur de graisse trop cuite des restaurants qui s'accrochaient à la vie au coin d'intersections presque vides. Parmi les habitants fatigués de Rosewood Heights marchait Marianne Grace, ses pas vifs mais silencieux, son sac en cuir usé se balançant doucement à son côté. C'était une femme d'une dignité tranquille, ses cheveux attachés en un chignon modeste, son chemisier bleu clair soigneusement repassé, bien que le col ait commencé à s'effilocher. Elle avait vécu ici toute sa vie, et bien que son père l'ait autrefois supplié de partir pour un meilleur endroit, Marianne avait choisi de rester. Ce n'était pas par devoir ou par obstination, mais par conviction, une conviction en les enfants, en leurs possibilités, et en l'idée que l'éducation pouvait encore changer des vies, même dans un endroit comme celui-ci. Elle franchit le portail rouillé de l'école primaire de Rosewood, une école qui avait autrefois brillé d'espoir et d'ambition, mais qui portait maintenant les signes de la négligence. Le toit fuyait quand il pleuvait. Les fenêtres se fermaient à peine en hiver, et les équipements de la cour de récréation grinçaient de mécontentement. À l'intérieur, les planchers gémissaient sous ses pas alors qu'elle se dirigeait vers sa salle de classe. Pourtant, elle sourit en entrant dans la pièce, les bureaux arrangés en rangées imparfaites, son tableau noir fraîchement nettoyé, et la faible odeur de copeaux de crayon persistant dans l'air. Pour elle, ce n'était pas un bâtiment de défaite, mais un champ de bataille de possibilités. Lorsque la première cloche sonna, les enfants entrèrent dans la salle de classe, bâillant, discutant, se tirant les sacs à dos. Marie-Anne les salua chacun par leur nom comme elle le faisait toujours, offrant des sourires, de doux tapotements sur les épaules et de brèves questions sur leur soirée. Mais alors qu'elle parcourait la pièce du regard, son regard s'arrêta sur le garçon qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il se tenait hésitant juste à l'intérieur de l'embrasure de la porte, comme s'il n'y appartenait pas vraiment. Il était mince, étonnamment mince, avec une silhouette filiforme qui disparaissait à l'intérieur d'un hoodie gris délavé et d'un pantalon 2 tailles trop grand. Ses chaussures étaient déchirées sur les côtés, révélant des chaussettes dépareillées. Sa peau était d'un brun foncé, ses yeux grands et fatigués sous une tignasse de cheveux non peignés. Il serrait un cahier effiloché contre sa poitrine, comme s'il avait peur que quelqu'un le lui prenne. Marie-Anne s'approcha doucement de lui. « Tu dois être nouveau », dit-elle gentiment, sa voix ne portant aucun jugement, seulement de la chaleur. Le garçon hocha la tête mais ne dit rien. Elle se pencha légèrement, souriant. « Comment t'appelles-tu, mon chou ?» Il parla doucement, comme s'il avait peur d'être entendu. « Doris. »« Eh bien, Darius, » dit-elle, s'écartant, « tu es au bon endroit. Bienvenue dans notre classe. Tu peux t'asseoir où tu veux. » Il hocha de nouveau la tête et se glissa au fond de la rangée près de la fenêtre. Les autres enfants le remarquèrent à peine. Un ou deux jetèrent un coup d'œil dans sa direction, puis se tournèrent vers leur conversation. Marie-Anne le regarda un instant de plus avant de retourner à l'avant de la pièce. La leçon du matin se déroula sans incident. Darius ne leva pas la main et ne répondit à aucune question. Il garda la tête baissée et les yeux fixés sur le bureau. Mais Marianne remarqua autre chose. Il n'ouvrit jamais son cahier, ne prit jamais de crayon. Quand les autres enfants sortirent leur déjeuner pendant la pause, Darius resta assis, regardant le mur, les mains posées sur ses genoux. Elle s'approcha de lui lentement, prenant soin de ne pas le faire se sentir mis à part. « As-tu apporté quelque chose à manger, Darius ?» Il secoua la tête. « Voudrais-tu venir avec moi à la salle des professeurs ?» proposa-t-elle doucement. « J'ai de la nourriture que je peux partager. » Il hésita, puis se leva lentement de sa chaise. Elle le conduisit tranquillement dans le couloir, devant la peinture écaillée et les affiches d'une campagne d'alphabétisation oubliée, jusqu'au petit salon encombré où un sandwich à moitié mangé se trouvait dans sa boîte à lunch. Elle le lui tendit sans un mot, le regardant le dévorer en silence. Ses mains tremblaient légèrement, et il ne leva pas les yeux avant que le sandwich ne soit parti. Cette nuit-là, Marianne resta éveillée plus longtemps que d'habitude. Sa petite maison modeste était silencieuse. Sa fille adolescente, Joy, était déjà profondément endormie dans la pièce d'accent grave côté. Elle regarda le plafond, pensant à Darius. Quelque chose dans la façon dont il l'avait regardé, un mélange de faim et de honte, s'était logé dans sa poitrine comme une pierre. Elle connaissait ce regard.
Elle l'avait déjà vu chez d'autres élèves, mais cette fois, il semblait plus lourd, comme enveloppé dans quelque chose de plus profond que la simple pauvreté. Au cours des jours suivants, elle le surveilla attentivement. Il venait à l'école chaque jour avec les mêmes vêtements. Il n'apportait jamais de déjeuner. Son cahier restait vierge. Les autres élèves commencèrent à le remarquer. Quelques-uns chuchotaient derrière son dos. Marianne arrêtait cela rapidement, intervenant toujours attentive. Pourtant, elle voyait les regards, la distance subtile. Darius, réalisa-t-elle, était complètement seul. Elle commença à apporter de la nourriture supplémentaire, des fruits, des sandwichs, même des restes de pâtes dans de petits récipients. Elle n'en faisait jamais étalage. Parfois, elle les laissait sur son bureau avant la cloche du matin. D'autres fois, elle trouvait un moyen de les lui donner discrètement. Il ne disait jamais grand-chose, mais lentement il commença à réagir. Un jour, il répondit à une question de mathématiques à voix haute. Un autre jour, il resta après la classe et l'aida à essuyer le tableau. Puis un matin, il lui tendit un morceau de papier plié, un dessin d'un arbre avec son nom écrit en lettres capitales soignées en bas. « J'aime les arbres », marmonna-t-il. Elle sourit. « Moi aussi. » Puis un après-midi, alors qu'elle corrigeait des copies, elle se retrouva à fixer son examen. Ce n'était pas parfait, mais cela montrait un effort. Il avait essayé, et compte tenu de tout ce qu'il traversait, cela représentait le monde. Mais tout le monde ne voyait pas ce que Marianne voyait. Une semaine plus tard, lors d'une réunion du personnel, l'une des jeunes enseignantes fit un commentaire désinvolte. « Grace semble drôlement investie dans ce nouveau gamin, hein, Darius ? On dirait son propre fils. » Marie-Anne était restée immobile, le visage illisible, mais les mots l'avaient brûlée. Elle n'y avait pas pensé de cette façon. Pour elle, il était simplement un enfant dans le besoin. Le lendemain matin, elle trouva une note anonyme dans sa boîte aux lettres. « Surveille-toi. Les gens parlent. » Marianne lut la note 2 fois, puis la plia et la rangea dans son sac. Elle n'arrêterait pas de l'aider. Pas maintenant. Pas quand il commençait enfin à sourire. Le vendredi, l'école organisa une assemblée. Les parents étaient invités. Marianne se tenait près du bord de l'auditorium, balayant les rangées. Ses yeux se posèrent sur Darius, assis seul près du fond. Sa tête était baissée, ses épaules voûtées. Puis elle vit une femme en fauteuil roulant s'approcher lentement de lui. Sa grand-mère, réalisa-t-elle. Le cœur de Marianne se serra en voyant Darius lui prendre la main et l'aider à s'asseoir. Personne d'autre n'était venu. Personne d'autre ne venait jamais. Après l'assemblée, elle s'approcha de la femme et se présenta. Les mains de la femme étaient minces, ses yeux troubles, mais sa voix était forte. « Merci. » dit-elle. « Personne n'a jamais pris soin de mon garçon comme ça. Il ne parle pas beaucoup, mais je vois comment il vous regarde. » Marie-Anne sourit, clignant des yeux pour retenir ses larmes. « C'est un bon garçon. Il a juste besoin d'une chance. » Cette nuit-là, alors qu'elle fermait sa salle de classe à clé, elle ne remarqua pas la silhouette qui se tenait dans le couloir, l'observant. Une parente, l'une des plus bruyantes lors de la réunion de l'APE du mois dernier. La femme plissa les yeux, sortit son téléphone et prit une photo de Marianne glissant un petit sac en papier dans le bureau de Darius. Puis elle se retourna et s'éloigna. Marianne n'avait aucune idée de la tempête qui arrivait. Mais pour ce bref et calme moment, elle croyait faire la bonne chose. Et parfois, croire était tout ce qu'elle avait. Le week-end passa à Rosewood Heights comme toujours, lentement, silencieusement et sans grand changement. La ville resta suspendue dans le même état qu'elle avait été pendant des années, prise entre des promesses oubliées et une fatigue profondément enracinée qui touchait presque tout et tout le monde. Quand Marianne est revenue à l'école lundi matin, elle n'a pas seulement apporté son sac habituel de plans de cours et de feuilles de présence, mais aussi un sentiment tranquille de résolution. La note qu'elle avait reçue la semaine précédente persistait dans ses pensées, froissée maintenant au fond de son sac, mais son avertissement n'avait fait que renforcer sa conviction. Elle n'arrêterait pas d'aider Darius. Pas parce que c'était facile, pas parce que c'était sûr, mais parce que c'était juste. Darius est arrivé en retard ce matin-là, traînant les pieds dans la classe avec le même sweat à capuche délavée, la tête baissée, les yeux lourds d'épuisement. Marie-Anne a immédiatement remarqué qu'il semblait encore plus mince qu'avant, les os de ses poignets saillant sous le tissu de ses manches. Elle l'a salué avec un sourire, doux mais ferme, et il a hoché la tête en retour, s'asseyant à sa place habituelle au fond de la pièce. Elle avait apporté 2 sacs en papier ce jour-là, un pour lui et un pour une fille nommée Tasha, qui avait commencé à sauter le déjeuner pour partager le sien avec son petit frère. La gentillesse discrète, Marianne l'avait appris, était contagieuse. Pendant la récréation, elle vit Darius assis seul sous le vieux chêne derrière l'école.
Les autres enfants couraient devant lui, criant et riant, leur énergie rebondissant sur la jungle de jeux rouillés et le béton fissuré. Mais Darius resta immobile, un livre ouvert sur ses genoux, bien que ses yeux ne lisaient pas. Elle s'approcha lentement de lui, s'asseyant sur le banc à proximité, et ne dit rien pendant un long moment. Finalement, il leva les yeux et dit « Ma grand-mère était malade hier soir. J'ai dû l'aider à aller aux toilettes. » Ensuite, il n'y avait plus d'électricité. Le cœur de Marianne se serra. Elle s'était doutée que les choses à la maison n'étaient pas seulement mauvaises, mais insupportables. « As-tu mangé quelque chose ?» demanda-t-elle doucement. Il secoua la tête. Elle tendit la main dans son sac et lui tendit le sandwich supplémentaire qu'elle avait préparé, bien emballé dans du papier aluminium. Il le prit sans un mot, mais ses yeux se remplirent d'une gratitude silencieuse qui la transperça. C'est à ce moment-là qu'elle sut que son cœur était trop profondément impliqué pour faire marche arrière. Au cours des semaines suivantes, la routine de Marianne changea discrètement. Elle commença à quitter la maison plus tôt, s'arrêtant à l'épicerie avant l'école pour acheter des fruits, des barres granola, des boîtes de jus. Elle commença à préparer plusieurs sacs de déjeuner chaque jour, les étiquetant discrètement, les plaçant dans les casiers des élèves avant la sonnerie du matin. Darius en recevait toujours un, bien qu'il ne le demandât jamais. Le soir, elle se retrouvait à chercher des ressources à but non lucratif, à envoyer des courriels à des travailleurs sociaux, essayant de trouver des programmes d'aide communautaire qui pourraient aider des familles comme la sienne. Un soir, elle passa en voiture à la périphérie de la ville, suivant des indications vagues que Darius lui avait données pour déposer des vêtements. Ce qu'elle trouva lui brisa le cœur. Une maison en ruine à peine debout, ses fenêtres barricadées, son porche affaissé de pourriture. Elle laissa le sac devant la porte et frappa doucement, mais personne ne répondit. À travers les stores fendus, elle vit une légère mouvement, une ombre, puis rien. De retour à l'école, des murmures subtils commencèrent à monter. Quelques élèves commencèrent à plaisanter en disant que Darius était le préféré de l'enseignante. Un garçon nommé Caleb demanda bruyamment en classe pourquoi Darius avait toujours de la nourriture alors que lui n'en avait pas. Marianne détourna le commentaire et passa à autre chose. Mais les graines du ressentiment avaient été plantées. Une parente la coinça après la fin des cours, lui demandant pourquoi son fils disait que l'enseignante donnait des cadeaux spéciaux à un certain élève. Marie-Anne essaya d'expliquer gentiment, avec précaution, qu'elle s'assurait simplement qu'aucun enfant n'ait faim. La parente fronça les sourcils. « Ce n'est pas votre travail », dit-elle, tournant les talons. Le directeur, M. Ellis, l'appela dans son bureau plus tard dans la semaine. C'était un homme fatigué, aux cheveux clairsemés et qui avait l'habitude de se frotter le front quand il était nerveux. « Marianne, commença-t-il, j'ai reçu quelques préoccupations. Des parents posent des questions sur votre relation avec l'un de vos élèves. » Elle haussa les sourcils, incrédule. « Je nourris un enfant affamé, je ne viole pas la loi. Je sais cela, mais vous devez comprendre comment les choses apparaissent. Ce sont des moments sensibles. Les gens parlent, les gens supposent. » Elle joignit fermement les mains sur ses genoux. « Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le laisser mourir de faim? Faire semblant de ne pas voir ce qui lui arrive ?» Ellis détourna le regard. « Je dis juste de faire attention. Le conseil scolaire surveille. Une plainte devient une enquête et puis... » Sa voix s'éteignit. Marianne quitta le bureau avec un nœud à l'estomac. Pourtant, le lendemain matin, elle apporta de nouveau de la nourriture. Un après-midi, elle retourna dans sa salle de classe après le déjeuner et trouva Darius debout près de son bureau. Il ne faisait rien de mal, il regardait simplement un cadre photo qu'elle gardait là. Une photo d'elle et de sa fille Joy à la plage il y a des années. Quand il la remarqua, il recula rapidement, les yeux grands ouverts. « Ce n'est rien, dit-elle. C'était une bonne journée. » Il hocha la tête, puis lâcha, « Vous êtes gentille. » La simplicité de ces mots, l'honnêteté tranquille la frappa plus fort que toutes les louanges qu'elle n'avait jamais reçues. « Merci, dit-elle, la voix légèrement étranglée. Cette semaine-là, il commença à rester après l'école, l'aidant à essuyer les bureaux, à tailler les crayons, à organiser les livres. Il ne parlait pas beaucoup, mais le silence n'était jamais inconfortable. Elle vit ses épaules commencer à se détendre, la tension sur son visage s'estomper. Il souriait davantage, doucement, prudemment, mais c'était là. Un jeudi pluvieux, Darius lui tendit un autre dessin. Celui-ci était plus détaillé. Une cabane dans un arbre, haute dans les branches, un enfant qui sortait la tête par la fenêtre. En dessous, écrit de sa main inégale, il y avait les mots « un endroit où se sentir en sécurité ». Elle n'avait pas besoin de demander ce que cela signifiait. Mais malgré ces moments de guérison tranquille, des forces extérieures continuaient de s'agiter.
Un groupe de parents avait commencé à s'organiser, un petit cercle mais bruyant, convaincu que Marianne dépassait les bornes. Ils répandirent des rumeurs selon lesquelles elle favorisait Darius en raison de la culpabilité blanche, qu'elle faisait sentir aux autres enfants qu'ils étaient négligés, que ses actions étaient inappropriées et préoccupantes. Quelqu'un imprima la vidéo TikTok et l'apporta à la réunion suivante de l'APE. Elle lui a donné de la nourriture, lui a touché l'épaule, a passé du temps supplémentaire avec lui, dit une femme à voix haute. Ce n'est pas normal. Je pense juste que si c'était un garçon blanc, rien de tout ça ne se passerait. Une autre ajouta. La réunion se termina dans les murmures et la tension. Le lendemain, M. Ellis rappela Marianne. Cette fois, il était plus sombre. Je dois déposer un rapport officiel, dit-il. C'est le protocole. Ses mains tremblèrent alors qu'elle serrait le bord de la chaise. Je n'ai rien fait de mal. Je vous crois, mais mes mains sont liées. Elle rentra chez elle ce soir-là sous la pluie, son parapluie oublié à l'école, ses vêtements trempés. Joy la rencontra à la porte, vit son visage et serra sa mère dans ses bras sans un mot. Marianne resta éveillée cette nuit-là, regardant par la fenêtre la pluie battre la vitre. Elle savait que la ligne qu'elle franchissait était devenue dangereuse. Elle connaissait le prix qu'elle pourrait payer, mais chaque fois qu'elle envisageait d'arrêter, elle voyait les yeux de Darius. Elle voyait la faim, la peur, l'espoir fragile. Elle ne pouvait pas, ne voulait pas l'abandonner. Le lendemain matin, elle arriva à l'école avec 2 sacs de déjeuner, comme toujours. Alors qu'elle plaçait le sac dans le casier de Darius, un flash d'appareil photo se déclencha depuis le couloir. Elle se retourna brusquement, mais quiconque avait été là était déjà parti, et quelque part, les murmures commencèrent à prendre de l'ampleur. Les murmures avaient toujours vécu à Rosewood Heights, se faufilant dans les rues étroites et flottant dans l'air des sous-sols d'églises, des rayons d'épicerie et des chaises de barbier. Mais maintenant, les murmures s'étaient aiguisés, avaient pris forme et voix, et avaient commencé à frapper bruyamment aux portes de l'école. Marianne la considérait autrefois comme son sanctuaire. La photographie prise dans le couloir, montrant Marianne glissant un sac en papier dans le casier de Darius, était tombée entre de mauvaises mains. En quelques jours, elle avait circulé parmi certains parents, accompagnée d'insinuations trop lourdes pour être ignorée. L'image elle-même était innocente, mais associée à des spéculations, elle devenait tout autre chose. Pourquoi nourrit-elle un seul élève? Pourquoi toujours ce garçon? Essaie-t-elle de se faire un nom en le plaignant? Ce n'est pas normal. Il doit y avoir plus. Les questions sont devenues des accusations, et les accusations sont rapidement devenues des plaintes formelles. Marianne sentit le changement avant de l'entendre. L'ambiance dans la salle des professeurs changea. Les conversations s'interrompaient lorsqu'elle entrait. Les sourires se transformaient en hochements de tête serrés. Même M. Ellis, qui l'avait autrefois salué chaque matin avec une civilité polie, évitait maintenant son regard. Seuls quelques-uns lui parlaient encore sans précaution, et même eux le faisaient à voix basse, comme si son nom était devenu quelque chose de dangereux à prononcer à voix haute. C'était un vendredi après-midi tardif que tout changea. L'école était calme, les couloirs presque vides. Marianne ramassait des papiers sur son bureau lorsque la secrétaire du directeur apparut à la porte. « Monsieur Ellis a besoin de vous voir », dit-elle, évitant le regard de Marianne. Dans le bureau, Marianne s'assit en face de Monsieur Ellis, dont le visage semblait avoir vieilli de 10 ans du jour au lendemain. À côté de lui était assise une femme en costume gris impeccable avec un classeur noir sur les genoux. Elle se présenta comme une représentante du conseil d'examen interne du district. « Nous avons reçu plusieurs plaintes, mademoiselle Gress. » Commença-t-elle sans préambule. Allégations de favoritisme, de violation de limites et de potentielles fautes professionnelles impliquant un élève, Darius Carter. Marie a eu le souffle coupé. « C'est une erreur, » dit-elle, sa voix ferme. « J'aidais un enfant affamé. Rien de plus. » La femme hocha la tête comme si elle s'attendait à cette réponse. « Nous ne sommes pas ici pour attribuer la culpabilité. Nous sommes ici pour enquêter. Pour le moment, vous êtes mise en congé administratif. » Avec effet immédiat. Le mot fut comme une gifle. « Congé. Vous serez escorté hors des lieux. Veuillez ne pas revenir avant que nous vous contactions. Mary and Restify G. » De l'autre côté du bureau, M. Ellis regardait partout sauf son visage. Elle se leva lentement, comme dans un rêve, ramassa son sac et traversa le couloir qu'elle avait jadis appelé chez elle. Des élèves jetaient un coup d'œil par les embrasures de porte. Une aide-enseignante baissa les yeux. Devant la porte d'entrée, un gardien de sécurité en uniforme attendait. « Les ordres du district », expliqua-t-il calmement. Dehors, le ciel était sans nuages et aveuglant.
Marianne resta immobile un long moment avant de rentrer chez elle, chaque pas plus lourd que le précédent. Le lundi matin, la chaîne d'information locale avait l'histoire. Urgent, enseignante de l'école primaire de Rosewood sous enquête pour conduite inappropriée avec un élève. L'article était bref et vague, mais les dégâts furent rapides. Les médias sociaux s'enflammèrent de spéculations. Les commentaires étaient cruels, incontrôlés et implacables. Elle fut accusée de manipulation, d'exploitation des dynamiques raciales pour une attention personnelle, d'essayer de devenir une sauveuse blanche. Personne ne demanda sa version de l'histoire. On frappa à sa porte le soir suivant. Marianne ouvrit et trouva 2 policiers, le visage sombre, sur le porche. Elle ne résista pas. Au poste, ils lui posèrent des questions qu'elle n'avait jamais imaginé entendre de sa vie. Avez-vous déjà touché l'élève de manière inappropriée? Avez-vous déjà été seule avec lui en dehors de l'école? Pourquoi l'avez-vous ciblé? Chaque question sapait sa dignité, la remplaçant par la confusion et l'humiliation. Elle répondit sincèrement, honnêtement. Je lui ai donné de la nourriture. Je lui ai donné des livres. J'ai essayé d'aider. Ils ne la crurent pas. Elle fut libérée en attendant l'enquête, mais la communauté avait déjà tranché. Son nom devint synonyme de scandale. Les magasins qu'elle fréquentait refusèrent de la servir. Ses amis cessèrent de répondre à ses appels. Même Joy, sa fille, commença à marcher la tête baissée en public, on chuchotait sur elle à sa propre école. Marianne resta chez elle, les rideaux tirés. Les jours passèrent en silence. Elle relut de vieilles cartes de remerciements d'anciens élèves. Elle pria. Elle pleura. Et à travers tout cela, elle pensa à Darius. Elle ne l'avait pas revu depuis le jour où elle avait été escortée hors de l'école. Sa grand-mère avait appelé une fois, laissant un message. « Je suis désolée pour ce qu'ils vous font. Nous déménageons. Darius n'en peut plus ici. » Après ça, rien. Son bureau restait vide. Un matin, 2 semaines après sa suspension, Marianne reçut une lettre. Elle provenait du conseil de district et confirmait son licenciement. Les accusations n'avaient pas été prouvées, mais le nuage de suspicion avait suffi. Elle n'était plus la bienvenue dans aucune école publique du comté. Le choc la paralysa. Elle resta assise à la table de la cuisine pendant des heures, la lettre serrée dans sa main. Sa fille rentra de l'école, jeta un coup d'œil au visage de sa mère, et sans un mot, s'assit à côté d'elle, leur silence plus assourdissant que tout ce qu'elles auraient pu dire. Sans revenu, Marianne fut contrainte de vendre la maison. Elles déménagèrent dans une petite caravane en périphérie de la ville. Joy a temporairement abandonné l'école, prenant des quarts de travail dans un restaurant local. Marianne a essayé de trouver du travail, du tutorat, du nettoyage, n'importe quoi, mais son nom la suivait comme une ombre. Les rumeurs continuaient de circuler. Le journal local a publié un article intitulé « Le prix du dépassement de la fonction quand les enseignants deviennent trop proches ». Une ancienne parente l'a accusée de cibler des enfants noirs pour sa propre culpabilité. Une église où elle avait autrefois fait du bénévolat lui a demandé de ne pas revenir. Mais même dans les jours les plus sombres, Marie-Anne refusa d'arrêter de donner. Elle commença à faire frire des gâteaux de maïs sucrés le matin et à les vendre au bord de la route. Les enfants du parc de caravanes voisins venaient, des centimes serrés dans leurs mains sales, et elle leur glissait toujours un gâteau supplémentaire dans leur sac. Des yeux affamés lui rappelaient Darius, et elle ne pouvait pas les repousser. Certaines nuits, elle s'asseyait près de la fenêtre avec un journal sur les genoux, écrivant non pas sur sa souffrance mais sur l'espoir. Elle écrivait sur Darius, combien il était intelligent, combien il était gentil, combien le monde avait été cruel envers lui. Elle écrivait sur le rêve d'une école où des enfants comme lui pourraient venir et être nourris, vus et aimés. Joy trouvait souvent sa mère endormie à table, la plume encore à la main. L'hiver s'installa. Le chauffage de la caravane fonctionnait quand il le voulait. Elles utilisaient des couvertures, cuisinaient en grande quantité, économisaient chaque centime. Pourtant, il y avait de la dignité dans leur lutte. Mary and refusal of pity. Elle refusa de croire que ce qu'elle faisait était mal. Un après-midi, alors qu'elle vendait ses gâteaux de maïs, une femme de son ancien quartier s'arrêta dans un SUV de luxe. Elle baissa la vitre et la fixa longuement. « Tu aurais dû juste garder tes distances, » dit-elle. « Peut-être que tu ne serais pas là. » Marianne ne fit que sourire, stable et doux. Peut-être, mais il aurait toujours faim. La femme partit en voiture. Elle ne pleura pas. Mais cette nuit-là, après que Joy se soit endormie, Marianne s'agenouilla près de son lit étroit et murmura une prière, non pas pour elle-même, mais pour le garçon qu'elle avait autrefois nourri, pour sa sécurité, pour son avenir, et pour la chance que quelque part, quelqu'un d'autre prendrait soin de lui comme elle l'avait fait. Elle ignorait que loin,
dans une ville qu'elle n'avait jamais visitée, un garçon nommé Darius regardait les mêmes étoiles à travers une fenêtre sale, tenant un dessin de cabane dans les arbres et murmurant son nom. Le froid arriva tôt cette année-là, s'insinuant dans les recoins de Rosewood Heights comme un voleur. À la mi-octobre, le vent portait une âpreté qui mordait la peau, et les arbres se tenaient nus et immobiles, leurs feuilles éparpillées comme des histoires oubliées sur les trottoirs. Dans la petite caravane que Marianne appelait désormais sa maison, chaque rafale faisait trembler les fines parois d'aluminium, et chaque nuit était une bataille pour se tenir au chaud. Le chauffage toussait comme un vieil homme et rendait l'âme plus souvent qu'à son tour. Pourtant, Marianne refusait de se plaindre. Après tout ce qui lui avait été pris, son travail, son nom, sa place dans le monde, elle était reconnaissante d'avoir quoi que ce soit. Elles avaient vendu la maison moins d'un mois après son renvoi. Il n'y avait pas eu beaucoup de choix. Les factures ne s'arrêtaient pas juste parce que sa réputation avait été brisée. Sa pension avait été gelée, ses comptes sous examen. Joy avait emballé ses affaires sans un mot et avait emménagé dans la caravane à côté de sa mère. Elle travaillait tard le soir au restaurant juste en dehors de la ville, essuyant les tables et souriant à travers les murmures qui s'accrochaient encore à leur nom de famille comme de la fumée. Marie-Anne commençait ses journées avant le lever du soleil. Elle faisait frire des gâteaux de maïs sucré sur une plaque chauffante posée entre deux chaises, les enveloppait dans du papier ciré et se rendait au coin de la route près de la station-service pour les vendre $1 pièce. La plupart des gens passaient sans un regard. Quelques-uns s'arrêtaient. Les enfants venaient en premier, curieux, silencieux, les yeux affamés, et elle leur en donnait toujours un supplément. Quand ils essayaient de payer avec des pièces froissées ou des capsules de bouteilles, elle leur faisait signe de la main. « Quelqu'un m'a nourri une fois quand je n'avais rien », dit un garçon, regardant ses chaussures. « Mary and Surratt. Alors tu te souviens de ce que ça fait. C'est suffisant. » Il y avait de la dignité dans ce qu'elle faisait, même si d'autres ne le voyaient pas. Elle avait autrefois été devant une classe, façonnant de jeunes esprits. Maintenant, elle se tenait derrière une table pliante, offrant le peu qu'elle pouvait à quiconque en avait besoin. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée, mais c'était toujours une vie de service. Et pourtant, la honte persistait. Les reportages avaient cessé depuis longtemps, mais leurs ombres demeuraient. Les gens la reconnaissaient encore. Ils ne prononçaient pas son nom. La plupart n'osaient plus, mais ils savaient. Ils chuchotaient en ligne au magasin, dans les bancs de l'église, et à voix basse derrière des portes closes. Certains la regardaient avec pitié, d'autres avec dégoût, car elle avait appris à supporter les deux. Joy essayait de la protéger, mais une fille ne pouvait pas faire grand-chose. Elle était jeune, forte de caractère et farouchement loyale, mais le poids de l'injustice l'avait rendue silencieuse. Elle ne parlait plus de l'université ou de ses amis. Son monde s'était réduit à la taille de leur caravane et du restaurant du coin, où elle faisait des doubles quarts pour joindre les deux bouts. Un soir, après une journée particulièrement longue, Marianne trouva sa fille endormie à la table de la cuisine, son tablier de travail toujours noué autour de sa taille, sa joue appuyée contre un cahier rempli de problèmes de mathématiques. La vue brisa quelque chose en elle. Elle balaya doucement une mèche de cheveux du visage de Joy et murmura « Je suis désolée, mon bébé ». Elle ne s'attendait pas à une réponse, mais les yeux de Joy s'ouvrirent en papillonnant, et sans lever la tête, elle murmura « Ne sois pas. Je le referai avec toi ». Marianne se détourna, les larmes lui piquaient les yeux. Elle continua à écrire dans son journal tous les soirs. Au début, c'était un endroit pour garder une trace des détails de sa défense, des dates, des noms, des interactions. Mais à mesure que le temps passait et que la bataille juridique s'estompait dans le silence, le journal devint autre chose. Elle y écrivait sur l'espoir, sur la mémoire, sur Darius. Elle y écrivait sur la façon dont ses yeux s'étaient illuminés la première fois qu'il avait répondu à une question en classe, sur la façon dont il avait serré son sandwich, comme si c'était la seule chose qui le rattachait à la terre. Elle y écrivait sur le dessin qu'il lui avait donné, la cabane dans l'arbre haut dans les branches, et ce que cela signifiait pour lui. Parfois, elle lui écrivait des lettres, bien qu'elle n'eût pas d'adresse pour les envoyer. « J'espère que tu es au chaud ce soir », écrivait-elle. « J'espère que tu es en sécurité quelque part. J'espère que tu dessines toujours. » Elle n'a jamais cessé de prier. Elle priait pour la force, pour la paix, pour le pardon, non pas du monde, mais pour l'amertume qui s'insinuait parfois dans son propre cœur. Elle priait pour le courage de continuer, même quand ses mains lui faisaient mal et que son âme se sentait fatiguée. Occasionnellement, quelqu'un de son passé réapparaissait. Un ancien élève l'a approché une fois à la station-service, plus âgé maintenant, grand et sûr de lui. Il n'a pas dit grand-chose, il lui a juste tendu un billet de $10 et a dit « Pour les déjeuners que vous me donniez à l'époque ». Elle ne se souvenait pas de son nom, mais elle se souvenait de son visage, de la façon dont il s'asseyait près de la fenêtre, toujours en train de fredonner doucement. Des moments comme celui-là la maintenaient en vie.
Mais tous les visiteurs n'étaient pas gentils. Un après-midi, alors qu'elle rangeait sa table pour la journée, un SUV noir s'arrêta et resta au ralenti à côté d'elle. La vitre se baissa, et une voix familière se fit entendre. C'était Madame Hargrove, l'une des parentes les plus vocales des réunions de l'APE. Elle avait toujours porté des foulards et des parfums coûteux, si forts qu'ils persistaient après qu'elle ait quitté une pièce. « Tu aurais vraiment dû garder tes distances, Marianne, dit-elle, son ton tranchant. Si tu étais restée à ta place, tu ne serais pas là à geler comme ça. » Marianne ne répondit pas. Elle serra plus fort son foulard et continua à plier sa table. « Tu as ruiné ta vie pour une œuvre de charité, » continua Madame Hargrove. « Il t'a probablement oublié maintenant. Ils le font toujours. » Pourtant, Marianne ne dit rien. Le SUV s'éloigna avec un sifflement, et elle resta là longtemps, le vent coupant à travers son manteau, ses mains tremblantes. Cette nuit-là, elle écrivit de nouveau. « Je le ferai encore, même maintenant, même en connaissant le coup. » Joy lut l'entrée le lendemain matin, pendant que Marianne était sortie. Elle ne dit rien quand sa mère revint. Elle la serra juste plus longtemps que d'habitude. Puis, à mesure que l'hiver s'épaississait, le nom de Marianne refit surface. Un article parut sur un blog local, un court texte, surtout une opinion, demandant pourquoi le district n'avait jamais présenté d'excuses officielles. Il citait des lacunes dans l'enquête, notait qu'aucune accusation n'avait été portée et soulignait que son renvoi n'avait jamais suivi le processus régulier. Il ne disait pas grand-chose, mais c'était suffisant. Les gens recommencèrent à chuchoter, mais cette fois avec des questions au lieu de certitudes. Marianne n'y prêta guère attention. Elle avait cessé d'espérer la justice. Tout ce qui l'importait maintenant était de rester au chaud, de garder sa fille en sécurité et d'aider les enfants du quartier comme elle le pouvait. Mais quelque part loin, dans une ville de tours de verre et de lumières infinies, un nom traversa un écran. Darius Carter. Il était assis à un bureau usé dans un modeste appartement, faisant défiler des articles tard dans la nuit, cherchant quelque chose qu'il n'était pas sûr de trouver. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il cliquait sur le lien. L'ancienne enseignante Marianne Grace prend la parole pour la première fois. Ce n'était pas grand-chose. Un paragraphe, une citation, une photo d'elle au stand en bord de route, mais c'était suffisant. Il fixa son visage sur l'écran pendant un long moment, et quand il détourna enfin le regard, ses mains ne tremblaient plus. Il prit son téléphone et passa un appel. De retour à Rosewood Heights, le vent hurlait toute la nuit, mais à l'intérieur de la caravane, Marianne dormait paisiblement pour la première fois depuis des semaines. Ignorant que la rédemption était déjà en chemin, la ville bourdonnait sous un couvert de lumière et de mouvement, son pouls régulier et implacable, un rythme que Darius avait depuis longtemps appris à naviguer. Il marchait maintenant avec un but calme. Plus le garçon aux yeux écarquillés de Rosewood Heights, mais un homme forgé dans le silence, la faim et la ténacité. L'immeuble de bureau où il travaillait se dressait, grand, parmi d'autres, de verre et d'acier. Ses fenêtres reflétaient l'ambition et l'urgence. Mais ce soir, il était seul dans son appartement, les murs silencieux, la lumière de son écran projetant des ombres sur son visage. Il n'avait pas dormi. Pas vraiment. Pas depuis qu'il avait vu l'article. Pas depuis que son nom était réapparu, comme un écho d'un passé dont il n'avait jamais échappé. Mary and Grace. Il avait lu l'article au moins 10 fois. Ce n'était pas long, mais chaque mot s'enroulait autour de sa mémoire comme une main le tirant en arrière. Il y avait une photographie d'elle, plus âgée, plus mince, mais toujours avec cette même sérénité tranquille dans ses yeux. Elle se tenait à côté d'une table pliante, un plateau de maïs emballé devant elle, ses mains jointes, son sourire doux malgré tout. La légende disait, ancienne enseignante déshonorée retrouve un sens à sa vie grâce à la gentillesse au bord de la route. Il fixa cette image jusqu'à ce qu'elle devienne floue. Jusqu'à ce que sa vision se remplisse de moments d'il y a des années, la première fois qu'elle lui avait déposé un sandwich sur son bureau, la façon dont elle lui avait parlé sans pitié. La chaleur de sa voix. Le doux reproche quand il n'avait pas fait ses devoirs. La façon dont ses yeux ne le regardaient jamais de travers, mais en lui, voyant plus que ce qu'il portait ou comment il sentait. C'est grâce à elle qu'il n'avait pas abandonné. Grâce à elle qu'il avait appris à croire qu'il pouvait devenir plus qu'une statistique, plus qu'un dossier oublié dans un système brisé. Maintenant, il était le fondateur et PDG d'une start-up technologique à croissance rapide spécialisée dans la logistique et l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement pour la distribution alimentaire dans les communautés défavorisées. Son application avait obtenu des financements auprès de 2 grandes sociétés d'investissement et avait récemment été lancée dans 10 villes. Il avait des employés, des bureaux, des titres de journaux, mais tout cela semblait vide face à ce qu'il venait de voir. Elle lui avait tant donné quand elle avait si peu, et il avait disparu. Non pas par choix. Les circonstances lui avaient volé la chance de dire au revoir,
mais son absence l'avait tout de même laissé sans défense. Le lendemain matin, il appela son assistante. « Je veux tout ce que tu peux trouver sur Marianne Gress, » dit-il. « Passé, présent, où elle est maintenant. Commence par cet article de blog. Vérifie les archives du conseil scolaire si tu dois. » Son assistante cligna des yeux. « Tout de suite, puis-je demander pourquoi ? » « Elle m'a sauvé la vie, » dit-il simplement. En quelques jours, il eut une adresse. Le trajet de retour vers Rosewood Heights fut long. Le paysage changeant lentement, passant de banlieues tentaculaires et d'autoroutes à 6 voies à des routes plus étroites, des clôtures cassées et des champs transformés en poussière. La ville n'avait pas changé. Si quoi que ce soit, elle avait rétréci. Moins d'entreprises, des rues plus calmes, plus de silence entre les maisons. Il se gara à quelques pâtés de maisons du parc de maisons mobiles indiquées dans le rapport. Il ne voulait pas se présenter en costume ou dans un véhicule de luxe. Il ne voulait pas de spectacle. Il voulait la voir d'abord. Pas la foule, pas les caméras, juste elle. Il la trouva près de la station-service, debout derrière la même table pliante que sur la photo, empilant des gâteaux emballés dans du papier en rangées soignées. Elle était emmitouflée dans un manteau usé, ses cheveux cachés sous un bonnet de laine. Les gens la dépassaient sans s'arrêter. Quelques enfants traînaient à proximité, observant ses mains, attendant sa permission silencieuse. Elle leur tendit des paquets chauds avec un sourire. Il la regarda de l'autre côté de la rue, le cœur battant. C'était elle. Changée, peut-être marquée par les intempéries, mais elle. Quand les enfants s'enfuirent, il traversa la rue et s'approcha lentement. Elle leva les yeux plissés alors qu'elle essayait de le reconnaître. « Bonjour », dit-il, la voix plus tremblante qu'il ne l'avait voulu. « Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi. » Elle pencha légèrement la tête, puis haleta doucement, sa main se portant à sa poitrine. « Darius », il hocha la tête, les yeux brillants. « Je suis désolée d'avoir mis si longtemps. » Pendant un instant, elle le regarda simplement, sans voix. Puis elle contourna la table et le serra dans ses bras avec une ferveur qui libéra quelque chose en lui. Il la serra dans ses bras et la retint. Quand ils se séparèrent, elle le regarda de nouveau. « Regarde-toi » murmura-t-elle. « Tu as réussi grâce à toi, » dit-il. « Seulement grâce à toi. » Il insista pour l'aider à ranger. Elle protesta d'abord, puis le permit. Ils marchèrent ensemble sur la route, ses pas plus lents maintenant, plus délibérés. Elle lui montra la petite caravane où elle vivait. Il remarqua la rouille sur les marches, l'affaissement de la ligne de toit. À l'intérieur, c'était propre mais exigu, l'air épais de chaleur et d'odeur d'huile de cuisson. Joy apparut de l'arrière-salle, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité. « Tu es Darius » dit-elle prudemment. Il sourit. « Oui. » Elle regarda sa mère, puis le regarda de nouveau. « J'ai beaucoup entendu parler de vous et j'ai pensé à vous deux pendant des années, » répondit-il. Ils s'assirent ensemble ce soir-là, partageant du thé et des histoires. Il leur parla des refuges, des foyers d'accueil, de la bibliothécaire qu'il avait laissé dormir dans l'arrière-salle entre les quarts de travail, de la bourse qui lui avait finalement donné un point d'appui, des mentors qui l'avaient aidé à bâtir son entreprise. Mais il revenait toujours à elle, à Marianne, et à la façon dont sa gentillesse avait été le début de tout. Joy écoutait tranquillement, les yeux doux. Marie-Anne le regardait avec fierté, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Le lendemain, il revint avec un cadeau. Un chèque de banque plié soigneusement dans une enveloppe. « Je sais que l'argent ne réparera pas tout, » dit-il, « mais je veux aider. S'il vous plaît, laissez-moi. » Marianne essaya de refuser, mais Joy posa une main sur l'épaule de sa mère. « Laisse-le faire, maman, s'il te plaît. » Le chèque était de $100 000. C'était suffisant pour rembourser les dettes, réparer la caravane et commencer un nouveau chapitre. Mais Darius n'avait pas fini. Il retourna en ville et commença à travailler avec son équipe juridique, contactant les médias, présentant des documents, des témoignages personnels et une chronologie soigneusement organisée. Il engagea des enquêteurs pour récupérer les archives des réunions du conseil scolaire, les courriels internes et les affidavits signés. En 2 mois, le district scolaire publia des excuses publiques officielles. Son dossier fut effacé. Sa licence d'enseignement fut rétablie. Quand Marianne reçut la lettre, ses mains tremblaient si violemment qu'elle dut s'asseoir. Joy lut les mots à voix haute, les larmes aux yeux. « Tu es libre, maman. » Ils ont enfin admis qu'ils avaient tort. Mais pour Darius, même cela ne suffisait pas. Il s'assit avec son partenaire dans un cabinet d'architecture du centre-ville, déroulant les plans d'une nouvelle installation. Il décrivit une vision. Des salles de classe lumineuses,
des bibliothèques modernes, des espaces verts ouverts, un endroit où aucun enfant n'aurait faim ou ne serait oublié, un lieu de sécurité et de dignité. Je veux qu'elle porte son nom, dit-il. Grace Learning Center. L'architecte sourit. C'est un beau nom. 5 mois plus tard, il retourna à Rosewood Heights. Cette fois-ci, en pleine vue des caméras, des journalistes, des fonctionnaires locaux et des anciens voisins qui lui avaient autrefois tourné le dos. Il se tenait à côté de Marianne et Joy sur les marches de l'école nouvellement construite. La bannière se déploya au-dessus d'eux, audacieuse et brillante au soleil. Grace Learning Center, un endroit où se sentir en sécurité. Il se tourna vers elle et dit « Ceci est à vous. Tout a commencé avec vous. » Elle ne put parler, seulement pleurer. Cette nuit-là, alors que la ville bourdonnait de l'histoire de la rédemption, de la justice enfin rendue, Marianne s'assit dans sa nouvelle maison, un modeste cottage fourni par la fondation que Darius avait établie, et ouvrit son journal. « J'en rêvais, écrivit-elle, mais je n'aurais jamais cru le voir. Il s'est souvenu, il est revenu, et grâce à lui, j'ai de nouveau mon nom. J'ai ma vie. » Elle ferma le livre doucement et le posa sur la table de chevet. Dehors, les lumières de l'école brillaient doucement dans l'obscurité. Un phare, une promesse, et dans son cœur, la paix s'enracina enfin. Le jour après la grande ouverture du Grace Learning Center, un doux rougissement s'étendit dans le ciel, la lumière du matin caressant les fenêtres en verre propre et les panneaux métalliques élégants du nouveau bâtiment. L'école se dressait comme un témoignage contre tout ce qui avait autrefois réduit Marie et Grace au silence, un monument non seulement à l'éducation, mais à la vérité, à la persévérance et à la longue courbe de la justice qui s'était enfin tournée vers elle. Elle se tenait sur les marches avant ce matin-là, alors que le soleil rampait à l'horizon, sa main reposant légèrement sur la rampe, s'imprégnant du calme bourdonnement d'une école qui prenait vie. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas été devant une école et qu'elle ne s'était pas sentie la bienvenue. Maintenant, elle en faisait de nouveau partie, et pas n'importe quelle école. Celle-ci portait son nom. Le campus bourdonnait d'anticipation. Les entrepreneurs s'empressaient de terminer les dernières retouches. Les éducateurs déballaient les fournitures. Et un groupe de bénévoles de la communauté travaillait aux côtés des membres du personnel pour accrocher des pancartes et arranger les bureaux. Darius était là, marchant dans chaque couloir avec une tablette à la main, notant ce qui nécessitait encore des ajustements. Il se déplaçait comme un homme à la fois profondément en paix et intensément concentré, un mélange rare né de la gratitude et de la vision. Chaque recoin du bâtiment murmurait une partie de son histoire, mais aucun plus que la fresque centrale dans le hall d'entrée, peinte dans des tons chauds d'ocre, de bleu et de vert. La fresque représentait un arbre s'élevant d'un sol fissuré, ses branches s'étendant sur toute la longueur du mur. Des enfants de tous horizons grimpaient sur les branches, des livres à la main, la joie dans les yeux. Sous l'arbre était assise une femme, son visage serein, ses yeux levés vers la canopée. Elle n'était pas identifiée, mais tous ceux qui la voyaient reconnaissaient sa ressemblance. La ressemblance de Mary-Ann. Elle avait d'abord objecté, modeste comme toujours, mais l'artiste, une ancienne élève d'elle d'il y a longtemps, avait insisté « Vous avez planté la graine. Ce n'est que l'arbre. » Les médias continuaient de suivre l'histoire. Les journalistes allaient et venaient, lui posant des questions qui oscillaient entre admiration et excuse. Ils voulaient savoir ce qui la faisait tenir, ce qu'elle avait pensé lorsqu'elle avait été arrêtée, ce que cela faisait maintenant que son nom avait été blanchi. Elle leur répondait à tous avec grâce et honnêteté, ne s'abandonnant jamais à l'amertume même quand il le méritait. Certaines des mêmes voix qui l'avaient condamnée lui offraient maintenant des louanges, enveloppées de culpabilité. Mais tout le monde ne s'excusa pas. Il y avait encore ceux qui évitaient son regard lorsqu'ils se croisaient. D'anciens collègues qui avaient autrefois chuchoté derrière son dos marmonnaient, maintenant des excuses sur des malentendus et des pressions d'en haut. Elle écoutait sans jugement, mais ne gardait rien de tout cela près d'elle. Elle avait abandonné le besoin de validation de ceux qui l'avaient abandonnée. Sa justification ne résidait pas dans leur contrition, mais dans les rires des enfants qui rempliraient bientôt ses salles de classe, dans le respect de sa fille et dans la gratitude durable du garçon qu'elle avait autrefois nourri. Les efforts de Darius ne se sont pas arrêtés à l'école. Il a créé une fondation, le Grace Fund, pour les éducateurs confrontés à des mesures disciplinaires pour des actes de compassion. Le fonds fournit un soutien juridique, un revenu d'urgence et un plaidoyer public. Marianne en est devenue la présidente honoraire, prenant la parole lors d'événements à travers le pays, parfois virtuellement, parfois en personne, rappelant toujours aux autres que la gentillesse ne pouvait pas être autorisée à devenir une infraction punissable. Sa première grande allocution publique a eu lieu à la capitale de l'État, où elle a été invitée à prendre la parole devant un panel examinant la politique éducative. Joy a voyagé avec elle, debout en coulisses, les larmes aux yeux,
alors que sa mère montait au pupitre vêtue d'une simple robe bleu marine et d'une expression qui rayonnait d'une force tranquille. Il y a des années, a commencé Marianne, j'ai donné de la nourriture à un enfant affamé. Pour cela, j'ai été suspendue, arrêtée et publiquement humiliée. J'ai perdu ma maison, ma carrière et presque ma foi. Mais je n'ai pas perdu mon but. Cet enfant, Darius Carter, est maintenant la raison pour laquelle des centaines d'autres enfants recevront éducation, nourriture et espoir. Mon histoire n'est pas exceptionnelle. C'est simplement la preuve de ce qui se passe lorsque nous choisissons de nous voir non pas comme des fardeaux, mais comme des êtres humains dignes de compassion. La salle s'est levée sous les applaudissements. Après le discours, des messages ont inondé la boîte de réception de la Fondation. Des enseignants de tout le pays la remerciaient pour son courage. Des élèves racontaient des histoires de mentors qui avaient changé leur vie. Des parents s'excusaient pour des choses qu'ils avaient autrefois crues. Cela la submergeait parfois, la célébrité, l'attention, mais elle restait enracinée dans l'humilité, ancrée par la simple vérité qui l'avait guidée tout au long de son chemin. On n'a pas besoin de tout avoir pour donner quelque chose. Pendant ce temps, le Grace Learning Center a prospéré. Le nombre d'inscriptions a triplé au cours de la première année. Le programme d'études était conçu pour équilibrer l'excellence académique avec le bien-être émotionnel. Il y avait des salles de thérapie, des ateliers d'art, des séances de pleine conscience, et une politique de porte ouverte pour les familles aux prises avec des problèmes de logement, d'insécurité alimentaire ou de problèmes juridiques. Les enseignants étaient formés pour identifier les réponses au traumatisme et étaient encouragés à agir avec humanité d'abord, bureaucratie ensuite. Marianne passait la plupart de ses matinées à parcourir les couloirs, s'arrêtant dans les salles de classe pour parler aux élèves, observant depuis les portes comment les enseignants guidaient les leçons avec soin. Elle connaissait tous les noms, tous les visages. Elle apportait des collations supplémentaires dans son sac à main, juste au cas où. Parfois, elle donnait des leçons invitées, de littérature, d'écriture créative ou d'éthique. Sa leçon préférée s'intitulait « Le pouvoir d'un petit geste ». Les enfants gravitaient autour d'elle. Ils la suivaient dans les couloirs comme des canetons, lui confiant leurs petites et grandes inquiétudes. Elle écoutait avec patience et répondait avec gentillesse. Elle n'était pas seulement leur directrice. Elle était leur protectrice, leur championne. À la maison, la vie est devenue plus légère. Le chalet où elle vivait maintenant était près de l'école, avec un jardin à l'arrière et un porche qui prenait le soleil de l'après-midi. Joy s'est réinscrite à l'université et a commencé à étudier le développement de la petite enfance. Elle travaillait également à temps partiel à l'école, aidant à organiser des programmes de sensibilisation communautaire. Mère et fille partageaient de nouveau de longues promenades, cuisinaient ensemble, riaient plus librement. Leur relation avait été mise à l'épreuve, poussée à la rupture, mais maintenant elle fleurissait sur un nouveau terrain. Un soir, alors qu'elles étaient assises sur le porche, regardant le ciel prendre des nuances de rose et de lavande, Joy se tourna vers sa mère et dit « Tu ne les as jamais laissés te briser ». Marianne sourit, tendant la main vers celle de sa fille. « Je t'avais, et je l'avais lui. C'était plus que suffisant. » Pourtant, le voyage l'avait changée. Elle ne se portait plus comme quelqu'un qui a peur de prendre de la place. Elle se tenait plus droite, parlait plus hardiment, et entrait dans chaque pièce avec l'autorité tranquille d'une femme qui avait survécu au feu et en était ressortie forgée. Elle ne cherchait plus la validation de ceux qui étaient au pouvoir. Elle comprenait maintenant que la vraie mesure de la valeur ne venait pas des titres ou des diplômes, mais de la façon dont on traitait les plus vulnérables. 1 an après l'ouverture de l'école, ils ont organisé une célébration à l'occasion de l'anniversaire. Famille, personnel et élèves se sont rassemblés sur le terrain sous des guirlandes lumineuses et des banderoles colorées. La musique jouait, les enfants dansaient, et l'air était riche de joie. Darius est monté sur scène et a invité Marianne à le rejoindre. La foule s'est tue quand il a parlé. « Elle m'a sauvée », a-t-il dit simplement. « Et parce qu'elle l'a fait, je suis là. Parce qu'elle l'a fait, cet endroit existe. Parce qu'elle l'a fait, des centaines d'enfants auront une chance que nous n'aurions jamais cru possible. » Puis il tendit la main dans sa veste et en sortit une lettre encadrée. « C'est du bureau du gouverneur », dit-il. C'est une proclamation officielle. À partir de ce jour, le 5 octobre sera reconnu comme le jour de la grâce dans tout l'État. Une journée pour honorer les éducateurs qui vont au-delà de leurs devoirs pour prendre soin de leurs élèves. La foule éclata en applaudissements. Marie-Anne resta figée un instant, submergée, puis s'avança et serra Darius dans ses bras. Il murmura « J'espère que c'est suffisant ». Elle répondit doucement « C'est plus que tout ce que j'aurais pu rêver ». Alors que la musique reprenait et que les enfants tourbillonnaient en riant autour d'eux, Marie-Anne se tenait au centre de tout. Elle n'était plus la femme brisée par l'injustice,
mais celle qui avait reconstruit quelque chose de meilleur de ses cendres. Elle avait été bannie pour un acte de gentillesse, et maintenant cette même gentillesse avait remodelé le monde autour d'elle. Dans son cœur, il ne restait plus d'amertume, seulement de la gratitude pour Darius, pour la joie, pour la seconde chance qu'elle n'avait jamais demandée, mais qui lui avait finalement été donnée. Elle leva les yeux vers le ciel nocturne, ses étoiles scintillant comme de douces promesses, et murmura une prière silencieuse de remerciement. Demain apporterait plus de défis, plus d'enfants dans le besoin, plus de moments où elle devrait choisir le courage plutôt que le confort. Mais elle serait prête car maintenant elle savait qui elle était, et le monde aussi. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de dentelle du cottage de Marianne, projetant de doux motifs sur le plancher en bois. L'odeur familière de la camomille s'échappait de la cuisine où Joy fredonnait doucement en préparant le thé, ses mouvements doux et assurés. Dehors, le jardin que Marianne avait cultivé avec soin commençait à fleurir. Les tournesols s'étiraient vers le ciel. Les plants de tomates s'enroulaient le long de leurs treillis, et les roses qu'elle croyait autrefois ne jamais pousser avaient éclaté dans un éclat de couleurs. Tout semblait avoir pris une nouvelle vie, comme si la terre elle-même avait attendu sa guérison. La dernière année s'était déroulée comme une longue expiration, chaque mois relâchant la tension qu'il avait étreinte pendant tant de saisons. Là où jadis il y avait eu de la crainte et du silence, il y avait maintenant de la musique et du mouvement. Là où la honte avait élu domicile, vivait maintenant la gratitude. Elle était devenue plus qu'une enseignante, plus qu'un symbole. Elle était devenue une institution d'espoir. Chaque matin, elle arrivait au Grace Learning Center avant les élèves. Elle se déplaçait dans les couloirs avec une confiance sereine, saluant les concierges, vérifiant le personnel de cuisine, préparant la table d'accueil avec des fruits, de l'eau et des notes d'encouragement pour les élèves qui arrivaient fatigués ou troublés. Sa présence donnait le ton. Les enseignants puisaient leur force dans sa constance. Les enfants s'illuminaient quand ils la voyaient. Il y avait quelque chose dans sa façon d'écouter pleinement, ouvertement, qui faisait croire même aux élèves les plus hésitants qu'ils étaient importants. Le nombre d'inscriptions avait augmenté si rapidement qu'ils avaient dû ouvrir une liste d'attente. La communauté environnante, autrefois sceptique, s'était ralliée autour de l'école. Les parents faisaient régulièrement du bénévolat. D'anciens élèves revenaient pour faire du mentorat et des leaders civiques visitaient le campus avec envie et éloge. Chaque enfant qui franchissait ses portes savait que son nom comptait. Chaque enseignant savait que sa compassion serait défendue. C'était un endroit où l'humanité passait en premier, et Marianne en était le pouls. Elle s'asseyait souvent dans son petit bureau après la sortie des classes, regardant par la grande fenêtre qui donnait sur la cour de récréation. Les rires résonnaient encore de ses balançoires et de ses toboggans longtemps après la dernière cloche. Parfois, elle apercevait Darius là aussi, marchant aux côtés des élèves, posant des questions sur leurs projets, s'accroupissant pour écouter l'idée d'un élève de 4e année pour un club de robotique ou complimentant une fresque peinte au doigt par un élève de maternelle. Il n'a jamais oublié ce que signifiait être vu. Elle non plus. Le vendredi, ils organisaient des assemblées de contes. Un enfant partageait quelque chose d'important pour lui, une histoire sur sa famille, une peur qu'il avait surmontée, un rêve vers lequel il travaillait. Puis Marianne prenait la parole. Juste quelques mots, parfois un poème, parfois un souvenir, et toujours, elle terminait par la même phrase. Tu comptes. Pas seulement un jour, tu comptes maintenant. Joy avait trouvé son propre rythme à l'école. Elle coordonnait les programmes d'enrichissement, établissait des partenariats avec les bibliothèques locales, gérait les services de garde après l'école et venait de lancer une initiative artistique le week-end qui combinait musique, danse et écriture. Elle s'épanouissait de la manière dont Marianne avait toujours su qu'elle le ferait. Son empathie naturelle s'épanouissait en leadership. Ensemble, elles n'avaient pas seulement formé une équipe, mais un lien scellé par tout ce qu'elles avaient enduré et tout ce qu'elles construisaient maintenant côte à côte. Mais Marianne ne se laissait jamais oublier le prix. Il y avait encore des nuits où le passé revenait, où les souvenirs de la salle d'interrogatoire, la honte creuse du jugement public, le silence froid de cette première nuit dans la caravane s'insinuaient dans ses pensées. Elle ne les repoussait pas. Elle les laissait venir. Ils faisaient aussi partie de l'histoire. Partie du sol d'où cette nouvelle vie avait grandi. Et puis il y avait les visites. Cela a commencé par un coup, à la porte de son bureau un après-midi pluvieux. Une femme entra, hésitante, son expression tendue. Marianne se leva de sa chaise, perplexe. La femme s'avança lentement. « Vous ne vous souvenez pas de moi ?» dit-elle. « Mon fils était dans votre classe, Caleb. » Marianne cligna des yeux, puis plaça le nom. Caleb, le garçon qui avait autrefois taquiné Darius, qui avait ri avec les autres quand il était assis seul. « J'étais l'une des parentes qui se sont plaintes de vous, » continua la femme, la voix brisée. « J'ai cru les rumeurs. J'ai signé la pétition.
Et quand tout a éclaté sur ce que vous aviez traversé, je n'ai rien dit. Je suis désolée. Marianne la regarda, puis fit un signe doux vers la chaise en face du bureau. Voudriez-vous du thé? Elles parlèrent pendant 1 heure. Cela se reproduisit encore et encore. D'anciens collègues, des parents, même un ancien membre du conseil scolaire qui avait autrefois voté pour son renvoi. Ils venaient parfois avec des lettres, parfois juste avec des larmes. Elle les recevait tous avec une humble sérénité. Elle ne demandait aucune pénitence. Elle ne donnait aucune leçon. Elle écoutait seulement. Parfois, elle offrait une de ses propres histoires. Parfois, un sourire chaleureux suffisait. L'un des moments les plus profonds survint lorsqu'un groupe d'éducateurs actuels d'un district voisin visita l'école. Ils lui demandèrent une session privée et elle accepta. Ils s'assirent en cercle dans la bibliothèque, une douzaine d'enseignants épuisés par la bureaucratie et la peur, par des règles qui punissaient l'empathie. L'un d'eux, un jeune homme aux yeux fatigués, demanda « Comment avez-vous survécu ?» Marianne fit une pause. « Je n'ai pas toujours eu l'impression de survivre, » dit-elle. Honnêtement, certains jours, je pensais me noyer, mais je me suis accrochée à ce que je savais être juste. Et j'avais des gens qui me rappelaient qui j'étais quand le monde essayait de me dire le contraire. Un autre enseignant murmura « Je pense que je suis à une mauvaise réunion de plus de démissionner. » Marianne tendit la main sur la table et posa une main sur la sienne. « Alors, laissez-nous vous soutenir jusqu'à ce que vous soyez à nouveau forte. » Cela devint un mantra répété à travers le fond Grèce, qui continuait de croître et de s'étendre. En 3 ans, il avait soutenu plus de 200 éducateurs dans 20 États. Il fournissait une formation, des conseils juridiques et une plateforme en ligne croissante où les enseignants partageaient des stratégies pour une discipline compatissante, un programme inclusif et des pratiques de santé mentale. Marianne se rendait au congrès pour prendre la parole, parfois virtuellement, toujours avec la même flamme tranquille dans la voix. Mais elle ne quittait jamais l'école. C'était sa maison. Un après-midi de printemps, elle s'assit sur un banc au bord de la cour de récréation, regardant les enfants construire une pyramide de carton pour un projet artistique scolaire. Darius la rejoignit, lui offrant une thermos de thé glacé. « Ils essaient toujours de construire plus haut, » dit-il, regardant une boîte tombée. « Ils y arriveront, » répondit-elle. « L'échec est le meilleur plan. » Ils restèrent un moment dans un silence complice. « Vous savez, » dit Darius doucement, « les gens continuent de me demander quand je vais me lancer dans la prochaine grande chose. Ils supposent que ce n'est qu'un chapitre. » Marianne Surratt. « Et que leur dites-vous? Que la plus grande chose que je construirai jamais porte déjà votre nom. » Elle le regarda, le garçon qu'elle avait autrefois nourri, maintenant un homme qui façonnait des avenirs. « Et que ferez-vous lorsque les gens n'auront plus besoin qu'on leur rappelle d'où ils viennent? » Il ricana. « Alors je construirai autre chose, mais cela partira toujours d'ici. » Ils regardèrent de nouveau la cour où un élève venait de réussir à équilibrer la boîte du haut. Des acclamations éclatèrent. Ce soir-là, à la maison, Marianne ouvrit son vieux journal. Les pages s'étaient amincies avec l'âge. L'encre s'était estompée. Elle tourna jusqu'à la dernière page vide. « Je pensais que mon héritage serait dans les plans de cours et les carnets de notes, » écrivit-elle. Mais il vit dans le rire, dans les deuxièmes chances, dans chaque élève qui trouve sa voie ici, et dans un homme qui est revenu. Elle signa son nom, ferma la couverture et plaça le livre sur l'étagère à côté des photos de la remise des diplômes de Joy, de l'inauguration de l'école et de la fresque de l'arbre. La maison était calme maintenant, mais pleine, non pas de choses, mais de sens. Dehors, les lumières du campus s'allumèrent, projetant de longs faisceaux sur les allées. Une banderole était accrochée au-dessus de la cour, Grace Learning Center, où chaque enfant trouve sa place. Et à la fenêtre de son bureau, Marianne était assise à son bureau, écrivant les premiers mots d'une lettre à une enseignante qu'elle n'avait jamais rencontrée. « Chers collègues, n'arrêtez jamais de les nourrir. Même si cela vous coûte, surtout si cela vous coûte, ils se souviennent toujours. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus. N'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo et d'en explorer d'autres sur la chaîne. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui.